je voudrais quand même, mesdames et messieurs, même si vous le connaissez déjà, vous remémorer le processus de mise en marche de la construction européenne. Que vous ayez bien en tête un certain nombre d'éléments qui vont se révéler déterminants et qui, d'un certain point de vue, le sont encore aujourd'hui. Je vais vous le montrer. Comment commencer l'histoire? Un vœu généreux, un souhait affirmé, celui des personnes que je vous ai montrées il y a un instant. Ça ne suffisait pas. En politique, la générosité n'est jamais un facteur d'accomplissement. Donc il a fallu une utilité. Quelle a été l'utilité de départ? L'utilité de départ, on le sait maintenant grâce à des travaux d'historiens assez élaborés sur le sujet, c'est dans la reconstruction qu'il faut trouver l'utilité de départ. Et notamment dans un Paris qui va être celui, encore une fois, du général de Gaulle, très présent dans toute cette histoire, qui pensait dans un premier temps qu'une coopération franco-britannique allait permettre la reconstruction, notamment d'une économie française démolie. Et très vite, on s'est aperçu que la capacité de la Grande-Bretagne de servir notamment les ressources en charbon nécessaires au développement de l'économie française n'allait pas suffire. Les difficultés des mines britanniques ont rendu très vite indispensable la construction d'un axe franco-allemand. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choix. La reconstruction de l'Europe, celle de la France et de l'Allemagne en particulier, passait nécessairement, scientifiquement, je ne dis pas politiquement, pas affectivement, scientifiquement, par une mise en commun des ressources de charbon et ensuite d'acier. C'est donc bien un calcul froid d'utilité, qui d'ailleurs a été annoncé par un autre grand de la construction européenne, Robert Schuman, dans son fameux discours du 9 mai 1950. Eh bien, le fameux discours, qui est d'ailleurs célébré chaque année, prononcé par Robert Schuman le 9 mai 1950, parle d'une construction fédérale des besoins économiques de l'Europe. Vous voyez que c'est du Mitrani, besoin, que c'est économique, que c'est utilitaire. Eh bien, c'est cette utilité, cet égoïsme bien construit et bien pensé qui va donner naissance à tout un processus qui va conduire notamment, en 1951, au traité de Paris, donnant naissance à la communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA, donc communauté charbon-acier, groupant la France et l'Allemagne, et s'ajoutant, je n'ai pas dit s'alliant, il n'y a pas d'alliance dans tout ça, à cet agrégat franco-allemand, déjà ce noyau franco-allemand, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, ainsi que l'Italie. C'est le noyau de la grande aventure européenne, avec cette base très utilitaire, très pragmatique, j'oserais dire très intéressée, de mise en commun des ressources en termes de charbon et d'acier. L'Europe pourra ainsi se reconstruire. Vous voyez que l'ambition est modeste, et les plus européens des Européens de dire « Yes, but there is the spillover ». On pourra aller plus loin. Alors le spillover, il est déjà dans la tête des acteurs. Le 25 mai 1952, un peu plus d'un an après, les mêmes 6 États vont se retrouver à nouveau à Paris pour signer la Communauté européenne de défense, la fameuse CED, qui, elle, fait du spillover sans le savoir, puisque la CED prévoit déjà une armée européenne
lié à l'OTAN, qui, comme vous le savez, existait depuis déjà 3 ans, et dans le fameux traité de la CED, un fameux article 38 qui prévoyait une structure politique communautaire. Structure politique communautaire. Alors rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques minutes. Cette espèce de freinage, rétropédalage, dès lors que les États ont le sentiment que leur souveraineté commence à être dangereusement chatouillée. Et c'est ainsi que ce traité signé à Paris, à l'initiative de Français, c'est-à-dire les politiques français ont joué un rôle très important dans l'imagination de la CED, va échouer parce que le Parlement français, le 30 août 1954, dit non, on n'est pas d'accord. Et ainsi, cette partie de la dynamique européenne, plus politique et militaire, va rester de côté. L'Europe qui s'avance n'est qu'une Europe économique. Le spillover ne s'est pas produit. Et d'ailleurs, lorsque on va passer véritablement à la phase institutionnelle, le 25 mars 1957, et lorsqu'on signera alors les traités de Rome, ces traités de Rome vont donner naissance à la CEE, Communauté économique européenne, purement utilitaire, et à l'Euratom, c'est-à-dire cette Europe de l'usage civil de l'énergie atomique, à partir donc de cette coopération au même périmètre, celui des 6 États dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je passe les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que ces années 60 et 70 vont être marquées en même temps par des avancées utilitaires, toujours. Nous sommes toujours dans une logique utilitaire, d'utilité économique, freinée de temps à autre par ceux qui considéraient qu'on allait trop loin, ainsi qu'on assistera à la fameuse politique de la chaise vide, opposée par la France, dès lors qu'on remettait en cause la souveraineté des choix nationaux dans les délibérations européennes. C'est ainsi que le général de Gaulle va s'opposer à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE. Pourquoi le général de Gaulle va s'opposer à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE? Attention, il y a une petite chose très intéressante. Le général de Gaulle, contrairement à ce que disent les ignorants, n'était pas contre l'Europe, il n'a jamais été anti-européen. Le général de Gaulle avait même le sentiment que la France ayant perdu sa puissance, elle pouvait par l'Europe retrouver un leadership diplomatique. Pourquoi? Parce que l'Allemagne ne pouvait pas conduire la diplomatie européenne, on se relevait à peine de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie pour les mêmes raisons, et les 3 pays du Benelux parce qu'ils n'en avaient pas, effectivement, la taille critique. Donc le général de Gaulle savait que cette Europe à 6, il pourrait la dominer. L'arrivée de la Grande-Bretagne, candidate, à la demande du Premier ministre de l'époque, Harold Macmillan, inquiétait le général de Gaulle, craignant ainsi que la France perde son pari de leadership diplomatique. C'est ainsi que le général de Gaulle, dans une rencontre assez célèbre, lui a refusé de favoriser cette candidature britannique. En revanche, tout ce qui va dans le sens de l'utilité économique poursuit son chemin. Rappelez-vous certaines dates. 15 octobre 1970, le plan Werner. Le plan Werner, c'est le plan qui, pour la première fois, parle de monnaie unique. L'idée d'une monnaie unique est lancée ainsi en octobre 1970. Des phases d'élargissement que vous connaissez,
Et en 1979, l'autre bout de la décennie 70, qui n'est pas n'importe laquelle, puisque c'est le début vraiment des grands processus de mondialisation, apparaît le système monétaire européen, prélude à la monnaie unique. Donc nous sommes partis pour la grande aventure monétaire européenne. Nous sommes toujours dans des logiques d'utilité.